Alors bonjour, bien nous sommes rendus déjà à la deuxième vidéo sur le Nikon Z52. Donc vraiment, là j'ai mis à l'épreuve l'appareil au point de vue vidéo, mais aussi en plusieurs styles en photographie. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui qu'on va regarder ensemble, les résultats que j'ai obtenus avec toutes ces mises en situation-là. Tout d'abord, pour le côté vidéo, bien pour un amateur comme moi, bien je vais vous démontrer comment que le Z52 est pratique pour faire mes capsules sur YouTube et aussi pour la présentation de produits parce qu'on a maintenant un mode exclusif à ce genre de présentation-là. Et du côté de la photo, bien nous allons voir plusieurs tests. Tout d'abord, la plage dynamique du capteur. Également, un test sur la sensibilité de l'autofocus en faible luminosité. J'ai également filmé le blackout en mode de déclenchement en rafale. Également, j'ai voulu tester les ISO entre le Z52 et le Z9 en format DX. Pourquoi? Parce que souvent, je peux partir avec mon Z9 et je voulais voir, lorsque je l'utilise en DX, en format DX, comment que ça se comportait et comment ça se différenciait au niveau du Z52 parce que les deux vont avoir à peu près la même résolution. Donc, je vous ai préparé aussi un test là-dessus. Ensuite de ça, on va voir des tests en portrait de studio avec Sandra, puis des tests en milieu urbain alors qu'il faisait moins 14 degrés Celsius, des tests de portrait en lumière ambiante en intérieur en haut ISO avec Raymond et finalement des tests sur des oiseaux avec une mangeoire. J'aurais voulu aller plus loin avec des tests des oiseaux en suivi, mais on a eu des temps très froids, donc les oiseaux étaient plus rares. Et à la fin du mois de janvier, on va avoir une compétition de ski alpin, là, tout près de chez moi. Donc, je vais pouvoir aller tester à ce moment-là vraiment le Z52 au point de vue sport, si on veut, avec le 180-600 mm et ainsi que le 70-200 mm et je pourrais vous revenir là, sur ma page Facebook avec les résultats de ces tests-là. Avant d'aller plus loin, bien j'ai reçu dernièrement, enfin, la plaquette de base de SmallRig, soit le modèle 4981, que c'est un genre de plaquette avec la monture arc suisse. Et ça, vraiment, c'est le bonheur là, lorsque, autant pour la prise en main de l'appareil et aussi pour passer d'un trépied à l'autre. Je vais vous en parler un peu plus en détail lors de ma prochaine vidéo sur les accessoires essentiels pour moi sur le Z52 qu'on va pouvoir découvrir en même temps. Maintenant, parlons de mes tests vidéo. Bien, tout d'abord, le Z52, qu'est-ce que j'aime? C'est ses dimensions et son poids. Donc, très petit, très léger, avec quand même une bonne prise en main, là, malgré ses dimensions. Et lorsque je le monte, par exemple, sur mon gimbal Zhiyong Webuild 3E, bien ça en fait un combo vraiment quand même assez léger, plus léger que le Z6 III que j'utilisais auparavant. Et on a l'avantage d'avoir un viseur quand même si j'ai à faire des plans en dehors du gimbal. Et pour moi, c'est vraiment un plus. Ensuite de ça, on va voir le côté son de l'appareil. Bien écoutez, si je compare avec le Z30 que j'avais auparavant, bien vraiment le son est plus riche et de meilleure qualité avec le Z50. Ça se rapproche beaucoup plus de la sonorité que j'avais avec le Z6 III par exemple. Le suivi vidéo, bien écoutez, il est excellent lorsque j'en fais là, des capsules. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu ma dernière capsule sur les étuis Think Tank, bien, elle était entièrement filmée avec le Z52 et le 56 mm. Et je vous le dis, là, vraiment, là, aucune difficulté. Et même, vous allez voir, là, dans la partie test des photos, je suis même allé dans le Vieux-Québec, en face du Château Frontenac, et j'ai fait une série de photos avec un objectif là, vraiment de base, là, le Viltrox 35 mm 1.7, et j'ai fait de la rafale et j'ai eu là, un très bon rendement, là, plus de 90% de mes photos étaient réussies en suivi. Donc vraiment, aucune difficulté du côté de l'autofocus comme tel. Je vous dirais que l'autofocus est peut-être un petit peu moins accrocheur que sur le Z6 III, mais il faut comprendre aussi qu'il y a une différence au niveau du prix. Donc, il faut remettre tout ça en perspective également.
Et finalement, on va avoir qu'est-ce qu'on appelle le mode de présentation produit sur le Z52. Et ça, vraiment, c'est génial parce que qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est lorsque je présente un produit, bien, autrefois, j'étais obligé de venir me cacher le visage avec le produit pour que le focus se fasse sur le produit. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais avoir sur mon appareil un mode qu'on va avoir de présentation de produit. Et là, j'ai différentes possibilités ou options. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller chercher une zone. Je vous mets ici un exemple à l'écran. Lorsqu'on va dans le mode de présentation et qu'on choisit la deuxième option à activer Perso zone de mise au point, et là, on peut créer une zone à la dimension qu'on veut et aussi à l'emplacement que l'on veut là, sur l'écran ou sur le viseur. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, tout d'abord, moi, j'ai fait l'erreur au départ de laisser ça tout simplement activé. Activé, c'est qu'à ce moment-là, aussitôt que j'ai un produit, peu importe ce qui se trouve dans l'écran, bien, le focus va aller se faire dessus. Donc, mon premier test que j'ai fait, bien, tous mes produits que j'avais ici, le focus demeurait sur mon produit et moi, j'étais tout le temps hors focus à cause que j'avais pas délimiter une zone précise. Alors que lorsqu'on voit sur la photo, bien ici, je vous ai mis à droite quelle zone que j'ai mis sur ce mode-là. Et lorsque j'utilise un écran externe comme présentement, bien je vois ce carré-là, ce rectangle-là tout le tour de la zone. Et là, ça me permet, par exemple, si je veux présenter un produit, bien tout simplement venir le lever. Et vous allez voir, comme on voit là, vous êtes en mesure de voir que la mise au point est faite tout de suite sur le produit. Et aussitôt que je sors de cette boîte-là, bien ça revient sur mes yeux. Et la mise au point est vraiment fluide. Donc vraiment un plus parce que ça me permet de venir vous démontrer un produit, peu importe à quel endroit que je vais le mettre. Je n'ai pas obligé de l'envoyer très loin. Donc c'est vraiment des trucs qui sont le fun à venir chercher et à venir programmer au point de vue vidéo. Maintenant, côté des tests photos, bien tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, je voulais voir la plage dynamique du capteur parce que bon, le capteur qui équipe le Z52 est un vieux capteur, donc il était là dans le Z50 de première génération, le Z30. Donc, c'est un capteur qui a de l'âge et je voulais voir s'il avait été amélioré quand même au point de vue du rendement avec l'X-Speed qui est embarqué dans le Z52, qui est le même processeur qu'on retrouve sur le Z9. Et je vous ai préparé un petit test ici. Donc, lorsque je suis allé faire mes tests en haut ISO avec Raymond, donc j'ai volontairement sous-exposé une photo afin de vous démontrer là, la plage dynamique du capteur. Donc, comme vous voyez sur la première photo, c'est ma photo qui est sous-exposée avec aucune correction. Et ça, naturellement, c'est sous Nikon NX Studio. Sur la deuxième photo, bien, je vous montre les corrections que j'ai apportées. Donc, ma balance des blancs, je l'ai mis à 4400 Kelvin. Ma correction d'exposition, j'ai augmenté ça de 3 stops. Mes contrastes de plus 4 et mes hautes lumières, bien, de plus 60. Et comme vous voyez que lorsqu'on met les photos côte à côte, bien vraiment, là, on était en mesure de bien récupérer une photo sous-exposée. Et là, je vous mets ici, là, agrandi à 100%. Donc, malgré les 3 stops, le bruit obtenu est quand même très raisonnable. Là. Et pour les prochains tests, bien tout d'abord, on va aller voir ensemble la sensibilité de l'autofocus en faible lumière et aussi en vidéo, le blackout qu'on obtient là, en rafale. Et je vous reviens. Alors, dans mon studio, à très faible éclairage, donc j'ai une petite lampe d'allumée LED de 8 watts à 15% seulement et je filme avec le Z9 et vous allez voir là la détection des yeux avec le Z52. Donc vraiment, le Z52, lui, va être à 1 125e de vitesse à 5.6 et sur les ISO, donc vous allez voir, je vais transférer la mise au point sur le moniteur du Z52 et là, on peut voir, lorsque je vais basculer, je vais être à 800 ISO, alors que sur le Z9, je suis à 4000 ISO. Donc, on peut voir que la mise au point, là, même si on voit absolument rien pratiquement sur le moniteur, puis on voit seulement les deux carrés des mises au point, et je vais augmenter l'ISO afin que vous puissiez voir le visage apparaître. Donc, comme on peut voir, là, c'est vraiment une belle détection de l'autofocus. Alors, pour le test de la rafale, on va voir le blackout entre les photos. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est, avec
le mode de déclenchement avec l'obturateur mécanique. Donc, on va passer à prise de photo. Vous allez entendre le déclenchement et voir le blackout. Donc, pour les besoins de la cause, je me suis mis en autofocus manuel pour avoir le plus de rapidité possible qu'on puisse voir. Et maintenant, si je vais aller au point de vue de la plus haute rafale étendue, voilà, là on tombe en obturateur électronique et vous allez voir qu'on n'a plus aucun blackout. Donc comme vous voyez, là c'est très rapide. Maintenant, je vais passer avec les modes de plus haute rafale en JPEG. Donc, je vais aller avec le 15 images secondes. Et comme vous voyez, on a les petites barres qui apparaissent de chaque côté sur l'écran. C'est à chaque fois pour m'indiquer qu'il y a des photos qui ont été prises. Et je vais aller à 30 images secondes. Voilà. Donc, je suis à la vitesse la plus rapide et je suis uniquement en JPEG à ce moment-là. Et on y va. Comme vous voyez, on n'entend absolument rien et tout est silencieux, mais la prise de photo est là. Maintenant, on va passer du côté des tests pratiques en photo. Donc, tout d'abord, une petite note que je tiens à vous préciser. Vous allez voir plusieurs de ces photos que je vous présente avec Sandra et en milieu urbain à l'extérieur. Il y a plusieurs de ces photos-là qui viennent de ma capsule réalisée avec le Viltrox 35 mm 1.7. Donc, on va voir de ces mêmes photos-là. On va également voir que j'ai testé le 75 mm avec Sandra, donc des photos que vous n'avez pas vues dans la capsule du Viltrox 35 mm. Puis, il est à noter aussi que les photos que vous allez voir, il n'y a eu aucune retouche, aucune modification. C'est vraiment à partir de mes RAW. Et la seule chose que j'ai pu faire à l'occasion, c'est une meilleure balance des blancs ou encore une légère correction d'exposition d'environ au maximum un tiers de stop. Et s'il y a eu plus que ça, ça va être indiqué sur le bas de chaque photo. Et l'assistance pour l'autofocus, la petite lumière là, qui est incorporée à l'appareil photo, bien moi je l'ai désactivée parce que c'est distrayant pour le modèle lorsqu'on fait du portrait. Donc moi, cette assistance-là est désactivée depuis le début et j'ai eu aucune difficulté, là, même en faible lumière. Donc on va pouvoir regarder tout ça ensemble et je vous reviens pour la deuxième partie. Dans ce test-ci, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est de comparer les hauts ISO avec le Z9. C'est-à-dire que, bon, lorsque je mets un objectif DX sur le Z9, bien, je vais avoir une résolution de 19,4 mégapixels, alors que le Z50, lui, nous donne par défaut une résolution de 20,9 mégapixels. Donc, vous voyez la grosseur des fichiers obtenus, si on veut, par la représentation ici. Donc, ça vous donne une idée que c'est quand même très, très proche l'un de l'autre. Et j'ai commencé mes tests à 1000 ISO. Donc, vous allez avoir à gauche le Z52, à droite le Z9. Les appareils étaient montés sur trépied, il n'y a eu aucune correction sur les appareils photo. Et je me suis servi du Viltrox 35 mm 1.7 DX pour faire les tests. Donc, on peut voir maintenant, agrandi à 200%, les résultats. Donc, on voit que c'est très, très proche. Maintenant, à 1600 ISO, donc on peut voir que c'est encore là très proche. Les ombres sombres et de clair sont vraiment bien définies sur les deux fichiers. Et lorsqu'on agrandit à 200%, bien encore là, on voit là que c'est quand même très, très proche. Maintenant, à 3200 ISO, ici, moi, je peux vous dire qu'on remarque que c'est vraiment là, très, très similaire. Je vous dirais que le bruit commence à être un peu plus différent sur le Z9. On va avoir un peu plus de bruit. Mais écoutez, je suis à 200%, on voit là une petite différence. Et vous allez voir aussi que le Z9 va être un peu plus net avec le même objectif. Donc, on passe à 6400 ISO. On peut voir les noirs encore et j'ai des petites zones plus sombres et plus claires. Donc, c'est voulu. Et lorsqu'on agrandit à 200%, bien, on peut voir, là, si on regarde dans le coin gauche supérieur de chacune des photos, le noir est très différent. Donc, le Z9 va être un peu plus bruité que le Z52. Alors que le Z52, lui, qui a un meilleur traitement de bruit,
bien par contre sera un peu moins net que sur le Z9. Et finalement, à 10 000 ISO, écoutez, quand je vois des photos comme ça, je me dis toujours, il n'y a pas bien des années qu'on osait monter à peine plus haut que 1600 ISO. Et là, vraiment, lorsqu'on passe à 200%, bien, on peut voir quand même qu'on a un bruit qui est quand même bien géré par le débruiteur du boîtier parce que j'ai laissé le traitement de bruit anormal là, dans les deux appareils. Et je vous le dis, là, c'est bon, à cause de la résolution sur YouTube, bien, c'est difficile à voir malheureusement, mais lorsque moi, là, je regarde sur mon écran à haute définition, puis on peut voir là, que lorsque j'agrandis à 200%, que les fichiers du Z9 sont un peu plus piqués, alors que le Z52, lui, le traitement du bruit sera meilleur. Et pour les deux tests qui vont suivre, tout d'abord, j'ai fait une séance avec Sandra. Vous allez reconnaître plusieurs passages que j'ai mis dans ma vidéo sur le Viltrox 35 mm 1.7 DX. J'ai rajouté par contre des photos qui ont été prises en studio avec un autre objectif. Vous allez avoir aussi le Viltrox 75 mm 1.2 et aussi le Nikon Z24-120. De toute façon, ça va être indiqué sur les photos. Donc aujourd'hui, on passe au test pratique avec le Z52. Donc je vais filmer avec mon Z9 en mode APS-C. Donc juste pour ceux qui, des fois, ça intéresse à voir de quelle façon je filme. Parce que dans mes futures vidéos, ça sera filmé avec le Z52. Mais là, je vais m'en servir avec un shooting, bon, ici, pour le temps des fêtes avec Sandra. Donc, je vais essayer là avec des flashs, avec de la lumière continue aussi. Donc, plusieurs belles choses qu'on vous prépare. Donc, je vous invite à regarder ça ensemble. Puis par la suite, je vous reviens pour la conclusion.
vient de terminer notre shooting de Noël avant les fêtes. Donc, vraiment, merci aussi à Marie-Christine pour avoir fait le costume qu'on a vu que Sandra a porté. Ma conjointe qui a créé la couronne, puis bon, qui a placé tout ça sur Sandra, parce que c'est vraiment pas évident. Mais c'est, en tout cas, ça va être vraiment, là, vraiment des belles choses. J'ai utilisé différents éclairages également, différents objectifs. Donc, on va pouvoir regarder ça au fur et à mesure. Là. Les photos que j'ai obtenues avec le Z52 et aussi le nouveau Viltrox 35 mm 1.7. Donc, merci beaucoup et on vous souhaite des joyeuses fêtes à tous. Yeah! Donc, je me trouve aujourd'hui dans le Vieux-Québec. Je me dirige vers le marché de Noël pour venir tester le Viltrox 35 mm 1.7 DX monté sur le Nikon Z52 et fait à peu près moins 14, donc c'est assez froid. Je suis bien habillé, puis on va regarder les photos ensemble. Pour ces deux photos-là ici, bien écoutez, j'ai volontairement monté mes ISO à 3200 ISO pour vraiment voir le traitement de l'appareil. Vraiment, c'est fabuleux. Écoutez, les sujets étaient à l'ombre avec un arrière-plan qui était au soleil. Donc quand même, là, un très bon comportement en haut ISO là, de l'appareil. Ici, je me suis mis en mode rafale, donc à la vitesse maximale que la rafale me permet en RAW. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une série de photos des gens qui descendaient en luge et j'ai eu environ 90% des photos qui étaient vraiment au foyer. Et j'avais un objectif là, qui était très moyen là, au point de vue mise au point de suivi en sport, soit le Viltrox 35 mm 1.7. Et vraiment, là, j'ai obtenu des excellentes photos très nettes. Maintenant, pour les tests avec Raymond, on est allé dans les tunnels de l'Université Laval, ici à Québec, et j'ai utilisé le Viltrox 75 mm 1.2 Pro DX, et ici que le 35 mm le Viltrox 1.7. De même qu'à l'occasion, lorsque j'étais vraiment dans des très faibles conditions de luminosité, bien j'ai utilisé la petite lampe magnétique LED tubulaire de 8 watts, là, la K21 de Viltrox. Donc, tout d'abord, j'étais à 1.2, comme vous allez voir, et la vitesse d'obturation, je l'ai mis à 1/200 de seconde pour éviter là, les flous de bouger. Donc, ça ne changera pas pour toutes les photos qui vont suivre, uniquement les ISO que vous allez avoir au bas de chaque photo. Donc, encore là, ici, on peut voir le comportement de l'appareil. Vraiment, là, on est à du 1000 et 1600 ISO. Donc, vraiment excellent et la netteté est au rendez-vous. Ici, en noir et blanc, bien c'est vraiment encore là à partir du bouton de Picture Control. Donc, je l'ai mis en monochrome avec un filtre jaune. Et en passant, comme vous voyez sur la photo de gauche, en haut, bien, vous voyez ma lampe que je vous parlais tantôt, la Viltrox K21. Elle est magnétique et on peut la voir qui est accrochée là. Donc, vraiment très là, pratique là, dans ce genre de conditions-là. Donc, ici, avec des plus hauts ISO, donc volontairement, je me suis mis entre des zones moins éclairées sur la photo de droite pour monter l'ISO. Encore ici, même chose, et vraiment, là, comme vous voyez, j'ai aucun débruiteur et c'est très raisonnable comme bruit obtenu. Donc, vraiment un traitement de bruit supérieur aux Z30 que j'avais avant. Maintenant, ici, j'ai voulu tester avec le flash intégré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris deux photos en différentes programmations. Donc, la photo de gauche, à ce moment-là, j'ai laissé l'appareil sur le mode programme et automatiquement, l'appareil a sélectionné 1/60 de seconde avec une ouverture de 2.8. Le flash était automatique en mode TTL et ça nous donne le résultat que j'ai obtenu.
et c'est à 100 ISO pour les deux. Alors que sur la photo de droite, bien là, j'ai réglé l'appareil en mode manuel avec la vitesse d'un 1/2 centième de seconde à une ouverture de 1.2 et le flash en TTL. Donc, vous pouvez voir là, les deux résultats obtenus. Donc, c'est vraiment là, quand même un petit flash là, qui peut dépanner dans plusieurs situations. Et ici, bien, je vous montre le point négatif du flash lorsqu'on est en faible luminosité. Puis on peut voir là, que les yeux de Raymond, là, à droite en haut, puis on va avoir les yeux rouges. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas la cause des yeux rouges, bien c'est tout simplement que le flash va aller éclairer le fond de l'œil, qui est de la rétine, et ça, c'est un tissu sanguin qui est rouge, et c'est ça qu'on prend en photo. Donc, lorsqu'on est en éclairage direct, souvent, lorsqu'on est en faible luminosité, bien qu'est-ce qui arrive? La pupille de notre sujet va se dilater, et c'est plus facile pour l'éclair d'aller éclairer la rétine. Donc, c'est ça qu'on se retrouve à voir et je l'ai corrigé là, avec Photoshop par la suite. Donc, ça se corrige quand même très bien là, au besoin. Maintenant, on s'est déplacé, on est allé dans un autre aile de l'université. Et là, encore là, bien, vraiment, là, je vous le dis, cet endroit-là était très mal éclairé. Et comme vous voyez, à 2500 ISO, quand même toujours la même vitesse et la même ouverture. Et j'ai une netteté là, incroyable avec le 75 mm à pleine ouverture à 1.2, là, vraiment fabuleux. Ici, encore là, j'ai testé avec différents ISO, donc à différents endroits où je manquais d'éclairage. Sur la photo du centre, on peut voir là, que j'ai mis ma petite lampe d'appoint pour venir donner un second éclairage et jouer avec mes ISO. Et c'est sans traitement du bruit là, en plus. Là. Donc vraiment, là, surprenant comme rendement. Même chose ici sur les deux prochaines photos, à 2000 ISO sur la photo de gauche et 4000 ISO sur la photo de droite, ce fois-là réalisé avec le 35 mm 1.7. Toujours avec le 35 mm 1.7, donc vraiment là, une belle netteté. Et puis je vous le dis, là, cet objectif-là, au prix qu'il coûte, c'est vraiment là, très gagnant comme rendement. Maintenant, on va passer au test avec la mangeoire. Donc, c'est une mangeoire que j'ai chez moi. Donc, je me suis installé et il faisait quand même moins 10. Avec le 180-600 mm, j'étais sur un gimbal sur trépied. Et bon, la mangeoire était à l'ombre. C'était froid et humide, je vous le dis là. Donc, vous avez sur chacune des photos au bas les données de la prise de vue. J'étais à 330 mm. Et là, c'est 330 mm sur l'objectif et non pas une fois le calcul en DX. Et malgré que je suis à l'ombre et tout ça, bien, ça a monté quand même à 2000 ISO. Même chose ici, là, j'ai agrandi la photo à 100% à 2000 ISO. Encore là, aucun traitement de bruit. Et vous avez la petite photo dans sa totalité, là, en encadré, là, en haut à gauche. Ici, une petite mésange, donc toujours là, avec quand même des ISO assez élevés. Ici, le jet bleu, bien, je l'ai agrandi à 200%. Donc, et là, je suis à 2000 ISO. Donc, vous pouvez voir le bruit. Et c'est uniquement là, le traitement du bruit par l'appareil qui était anormal. Ici, un autre jet bleu en attente de venir sur la mangeoire. Donc, à 200%, 320 ISO. Donc, on a une très belle netteté. Encore le jet bleu à 100%, ce fois-là agrandi à 400 ISO. Ici, une rafale en photo et l'autofocus n'a pas perdu l'œil. Et sur cette photo aussi, bien, c'est une photo agrandie à 100 et 200% pour vous montrer comment on peut voir dans l'œil du jet bleu bon, le reflet de la maison chez moi. Donc, c'est vraiment là, très détaillé, je vous le dis. Et on est à 1600 ISO, donc vraiment excellent comme rendu. Ici, le jet bleu qui est arrivé, il est en mouvement, donc je l'ai suivi. Et lorsqu'il est arrivé, bien, je voulais voir si l'autofocus était pour détecter l'œil. Et effectivement, lorsque j'agrandis à 100%, on peut voir que le bout du bec de l'oiseau est flou et le cou est flou alors que les yeux sont nets. Donc, la mise au point a bien fait son travail sur la détection de l'œil. Ici, encore là, une mésange à 2000 ISO. Encore un jet bleu à différents ISO. Et à chaque fois, bien, les yeux ont été pleinement détectés. Ici, encore là, une mésange, cette fois-là, à 500 mm. Donc, on peut voir qu'agrandi à 100%, on a un très beau détail à 5000 ISO. Donc, un comportement en haut ISO qui s'est amélioré versus le Z30. Ici, j'ai voulu vous montrer maintenant une photo à 5000 ISO. Celle de la photo de gauche est sans traitement de bruit, donc vraiment
agrandi à 100 et sur la photo de droite, bien, agrandi à 100 avec un traitement topaz de noise. Donc, même si on va dans les hauts ISO, bien, le bruit maintenant est quand même très bien traité avec des logiciels externes, si on veut. Ici, une petite mésange, encore là, agrandie à 100 et encore ici, là, pour vous démontrer le détail obtenu avec l'œil bien détecté. Ici, une petite mésange dans son entièreté sur une branche. Et finalement, ici, écoutez, j'étais en fin de journée, il commençait à faire très sombre. Et bon, j'ai descendu ma vitesse à 1/500e de seconde et j'ai fait quelques photos de la mésange qui était là. Et encore là, l'autofocus a conservé la mésange, malgré qu'elle était petite dans le viseur, garder la mésange au focus. Pour terminer sur la série avec les oiseaux sur la mangeoire, bien, j'ai quand même réalisé 1020 RAW avec 1020 JPEG Basic que j'avais mis simultanément. Ensuite de ça, j'ai eu 537 JPEG en mode pré-déclenchement pour un total de 1557 photos. Et sur ce total-là, j'ai 1203 photos qui ont été réalisées sans le VR activé de l'objectif, alors que j'en ai eu 354 que j'ai réalisé avec le VR activé sur le 180-600 mm. Et une fois toutes ces photos-là terminées, j'avais encore une barre sur 3 de niveau de charge résiduelle là, dans la batterie. Donc, il est à noter que lorsqu'on utilise, exemple, le VR du 180-600 mm, qui est quand même un gros objectif, bien à ce moment-là, ça va consommer beaucoup plus de batterie. Donc, il faut le savoir, lorsqu'on est en attente, qu'on pèse mi-chemin sur notre déclencheur, que tout est activé, bien à ce moment-là, que ça va consommer beaucoup plus de courant sur notre batterie là, que lorsqu'on est en mode d'attente, sans déclenchement, sans rien. Maintenant, les points forts du Z52, bien tout d'abord, on retrouve le même autofocus qu'on a sur un Z9, Z8, moins performant naturellement parce que, bon, c'est pas le même prix, mais quand même, on est loin là, d'un Z30, d'un Z50 de première génération ou même d'un Z6 II. Là. Donc, vraiment, on est ailleurs et en tout cas, moi, j'ai adoré cet autofocus-là, autant en faible luminosité, en suivi autofocus, comme on a vu avec les gens qui étaient en luge. Bref, vraiment un autofocus là, excellent. Il me reste à tester vraiment avec un sport plus rapide là, à la fin de janvier avec les skieurs, là, comme je vous disais. L'ergonomie, bien écoutez, c'est vraiment excellent. On est avec un appareil qui est solide en main, on n'a pas l'impression que c'est un appareil cheap là, ou d'entrée de gamme. Donc vraiment, moi, je n'aurais pas de difficulté à aller sous la pluie, sous la neige avec. Et la poignée plus creuse. Et si on rajoute la plaquette Small Rig là, de base pour avec, ben, là, c'est le confort total. On a quand même une bonne autonomie de la batterie. Vous avez vu, là, j'ai fait plus de 1500 photos avec la mangeoire, puis avec une seule batterie. L'écran orientable, bien qu'est-ce que c'est vraiment fabuleux parce que on retrouve le confort que j'avais avec un Z30. Donc, on a ça avec le Z52 comme le Z6 III. Donc, pour moi, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'adore vraiment autant la prise de vue photo qu'à la prise de vue vidéo. Le témoin lumineux, lorsqu'on enregistre, qu'est-ce qui manquait sur le Z6 III et qu'on avait sur un Z30, par exemple, comme là, lorsque j'utilise un moniteur externe, j'ai mon carré rouge tout le tour qui me l'indique que je suis en train d'enregistrer, mais j'ai aussi la petite lumière, parce que lorsque je vais à l'extérieur et que je tourne sans moniteur externe, par exemple, si ma conjointe me filme, bien, avant, avec le Z6 III, tu es obligé de me dire, bon, OK, l'enregistrement est débuté. Là, maintenant, j'attends juste de voir le petit témoin lumineux et je peux commencer mes textes. Donc, vraiment, là, un plus de retrouver ça sur le Z52. L'autre chose aussi également, c'est que, contrairement au Z30, lorsqu'on fait de la vidéo, le Z30, lorsque je branchais un moniteur externe, je n'avais pas les données de prise de vue, un paquet de trucs que je n'avais pas, qu'on a sur un Z6 III. On les a sur le Z52. Le petit flash intégré, écoutez, ça dépanne. Je ne ferai pas des photos avec ça continuellement, mais ça peut dépanner là, très facilement dans des situations de contre-jour et aussi lors de prise de vue de photos de tous les jours avec les enfants ou de famille. Donc vraiment, là, un plus d'avoir ça. Moi, j'ai adoré, en tout cas, vraiment. Là. En vidéo, bien, le suivi est excellent.
Le mode de présentation de produits, comme je vous ai parlé, donc la petite boîte que j'ai pour venir présenter des produits, vraiment fabuleux. Et c'est le premier Nikon qui est équipé de ça. Donc pour moi, là, c'est vraiment un plus. J'espère que les prochains Nikon auront ce mode-là parce que je vous le dis, là, c'est vraiment très, très pratique. Et j'aimerais ça voir ça apparaître sur les Z6 III et Z9 aussi ou Z8. Les menus identiques, autant qu'on soit sur un Z9, Z8 que sur le Z52. Donc, si on cherche une fonction, on est habitué, bien c'est identique d'un côté à l'autre. Parfois, dans les menus personnalisés, ça peut être une lettre, un chiffre, lettre au-dessus ou en dessous, mais c'est aux mêmes endroits, donc dans les mêmes onglets. Vraiment fabuleux, on ne se sent pas perdu. Et aussi, au point de vue ergonomie de l'appareil photo, bien, on a les boutons au même endroit et tout ça. Donc encore là, plus de conserver la même ergonomie, là, autant sur le Z9 que sur le Z52. Et je vous le dis, pour moi, c'est devenu mon appareil de backup ou de réserve, en plus d'être mon appareil de tous les jours. Donc, même si on a un Z9, bien, ça peut vraiment servir comme deuxième appareil là, pour dépanneur ou pour prendre des prises de vue différentes. Il faut juste faire attention, cet appareil-là est équipé d'un port de carte, donc quand même, on n'a pas deux ports de carte comme un appareil plus haut de gamme, donc il faut seulement tenir ça en compte. Concernant les points négatifs, bien tout d'abord, je vous dirais, la chose que j'ai remarqué, autant avec une batterie originale, là, la EN-EL25A ou la EL25, l'ancienne génération, bien, peu importe quelle batterie qu'on utilise, on a un petit bug informatique, je crois, là, qui est avec l'appareil. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque ma batterie est rendue à son plus bas niveau de charge, le petit logo de batterie devient rouge et on doit changer notre batterie. Donc, à un moment donné, j'ai fermé mon appareil photo, j'ai rouvert sans changer de la batterie et j'ai vu que la batterie était revenue pleine charge. Donc, j'ai continué à faire des photos et pas longtemps après, le niveau de charge a descendu rapidement. Et bon, là, à ce moment-là, j'ai remplacé ma batterie par une fraîche et il n'y avait pas de problème. Et lorsque cette batterie-là aussi est devenue plus faible, plus tard, bien, j'ai eu à peu près le même comportement, c'est-à-dire que lorsque je fermais l'appareil photo, je l'éteignais et que j'attendais 4-5 secondes, je rallumais. Encore là, le niveau de charge revenait à pleine charge. Donc, je crois qu'il y a un petit bug informatique pour être corrigé avec le prochain firmware. J'ai envoyé une note à Nikon à cet effet-là. L'autre point négatif, c'est que le Z52 est encore équipé de l'ancien capteur qu'on avait depuis longtemps, là, le 20.9 mégapixels. Donc, ça serait bon que dans les prochaines générations d'appareils DX, qu'on voit un nouveau capteur, parce que lui, je crois qu'il a fait son temps. Le capteur n'est pas stabilisé, donc ça veut dire qu'on doit faire attention à notre vitesse d'obturation. Par contre, il ne faut pas oublier le prix. Bon, pour moi, par rapport au prix payé, ce n'est pas un point négatif pour ma part. Si on nous aurait demandé 1800 $, là, ça serait pour moi un point négatif. Mais au prix demandé, ben oui, le capteur n'est pas stabilisé, mais pour moi, ce n'est pas réellement un point faible ou négatif, mais il faut savoir qu'il n'est pas stabilisé. Et finalement, bien, on n'a pas de chargeur de batterie d'inclus avec l'appareil, donc ça, c'est un point négatif. Comme je vous ai mentionné dans la première vidéo, ça serait drôlement intéressant que Nikon nous fournisse soit une batterie avec port USB-C pour la charger directement ou un petit soc de charge double pour leur batterie. Et comme dernier élément, bien écoutez, mes objectifs préférés. Bien là, je vous dirais que tout d'abord, on va avoir en kit avec le Z52 l'objectif 16-50 mm qu'on peut acheter, qui est VR, que j'ai eu avec le Z30, que j'ai adoré. Il est petit, il est quand même très performant. Par contre, cet objectif-là ne répondait pas à mes besoins. Et c'est pour ça que je préfère de loin le 12-28 mm DX qui est d'ouverture 3.5 à 5.6 et qui est PZ. PZ veut dire Power Zoom. C'est que lorsque j'utilise les boutons de commande de mon Z52 ou même de tout autre Nikon de dernière génération comme le Z9, Z8, bien, je suis en mesure à ce moment-là, avec ces boutons-là, de venir zoomer. C'est un zoom motorisé, autrement dit, qu'on va avoir maintenant. Au lieu de tourner à la main, que ça ne soit pas fluide, bien, cet objectif-là a un power zoom intégré. Et vraiment, c'est fabuleux lorsqu'on commence à utiliser ça pour la vidéo, entre autres. C'est vraiment excellent. Et
sa plage de focale, bien, pour moi, est vraiment parfaite pour la photo de tous les jours, le voyage. 12-28 mm, c'est vraiment fabuleux. Alors que d'autres préféreront parfois le 16-50 mm qui permet d'avoir un objectif là, qui est un peu plus puissant. Mais ça devient une question de goût et de besoin. Mais vraiment, moi, j'adore le 12-28 mm et souvent, je dis aux gens, bien, si c'est votre premier appareil, bien, vous pensez de faire un peu de vidéo, allez chercher en kit le Z52 avec le 12-28 mm et vous allez voir que c'est un objectif là, vraiment fabuleux et très léger en plus de ça. Et les autres objectifs que j'aime bien chez Viltrox pour le Z52, qui sont des objectifs uniquement DX, bien on va avoir le 35 mm 1.7. Donc, comme vous avez vu dans les photos, vous le voyez ici, comme on peut le comparer avec le 12-28 mm. Donc, quand même, là, très, très petit. Et mon 56 mm, avec lequel je filme, c'est la même dimension que celui-ci. Donc, vraiment, c'est deux objectifs que j'adore sur le Z52. Et on va avoir le 13 mm 1.4 de chez Viltrox, qui, lui, est vraiment fabuleux. Par exemple, lorsque je tourne mes vidéos en très basse lumière, que j'ai besoin d'un grand angle, donc excellent. Et aussi, lorsque je fais de la photo de paysage, mais ça peut être vraiment excellent encore là, si je me retrouve en milieu de faible luminosité. Et finalement, le summum, si on veut, au point de vue portrait, bien, c'est le 75 mm 1.2 DX Pro chez Viltrox. Et je vous le dis, cet objectif-là, comme vous avez vu avec Raymond, bien vraiment, on va avoir un objectif qui est excellent. C'est un objectif qui est quand même lourd. Hein? On parle de 1.2, donc vraiment avec une bonne dimension d'ouverture. L'objectif est tout en métal, donc c'est quand même un objectif qui est plus lourd. Les boutons pleinement programmables avec le Z52. Donc vraiment, là, encore là, un autre excellent objectif qu'on va avoir chez Viltrox. Et finalement, bien sûr, écoutez, ceux qui voudraient avoir un Z52, puis ont déjà un plein capteur, il ne faut pas oublier que le 24-120 mm que j'ai utilisé aussi en portrait avec Sandra, là, comme vous avez vu sur les photos, bien, vraiment excellent. Écoutez, moi, j'ai adoré cet objectif-là monté sur mon Z52 et ça va être assurément mon deuxième objectif zoom à être employé avec le Z52, avec le 12-28 mm. Et finalement, bien entendu, bien le 180-600 mm lorsqu'on veut faire de la photo d'oiseaux, de la photo sportive. Et j'ai aussi le 70-200 mm 2.8. Bref, tous ces objectifs-là sont excellents et ça devient à ce moment-là une question de coût et de besoin aussi. En conclusion, bien écoutez, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est de, bien connaître son système de mise au point. Ensuite de ça, de bien programmer son appareil, soit les boutons de fonction et la bague de programmation des objectifs. Bien important de la programmation du menu I, je vous le dis, ça sauve tellement de temps. Et finalement, le menu personnalisé. Et n'oubliez pas que mon guide est toujours téléchargeable. Vous allez au bas de la page, vous cliquez sur « Description », le texte va s'allonger et à la fin, vous avez le lien pour télécharger la brochure gratuite. Et finalement, vous pouvez vous procurer le Z52 chez L'Or Photo pour 1249 $. Donc, vous pouvez leur téléphoner, leur envoyer un courriel et ils vont, s'ils ne l'ont pas en stock, ils vont vous dire quand est-ce qu'il va être disponible parce que, écoutez, on m'a dit que ça sortait vraiment comme des petits pains chauds. Donc, vraiment un bon appareil, très difficile à battre au point de vue qualité-prix. C'était la présentation de la deuxième vidéo sur mes tests avec le Z52. Donc, la dernière vidéo de 2024. Et je vous reviens en 2025, là, dès le début, avec 3 nouvelles vidéos. Tout d'abord, j'ai un nouveau flash Neewer, le Q200, que je viens de tester en studio. Donc, on va pouvoir regarder ça, voir des tests aussi comparatifs avec un flash Godox AD200 Pro. Je vais également vous faire une troisième vidéo, un peu comme j'ai fait avec le Z6 III, c'est-à-dire les accessoires pour le
le Z52 et finalement une dernière vidéo sur les nouveaux micros Rode Wireless Go de génération 3. Donc présentement j'ai les micros Wireless Go 2. Donc, je devrais recevoir en début d'année ces nouveaux micros-là et je vous réserve une capsule également sur ces petits micros-là qui promettent beaucoup selon ce que j'ai vu. Donc, je vous remercie encore énormément pour votre apport et pour votre soutien tout le long de mes vidéos, souvent un peu longues, mais pour moi, c'est vraiment important de partager ma passion. Et on se revoit là en 2025 et bonne année à tous. Ooh.